Moi, ma devise, c'est Never Stop Learning, où il faut lire entre les lignes, Never Stop Teaching. Il faut arriver à avoir de l'adhésion. Donc, il faut de la désirabilité. Et donc, la voiture qui émet du carbone, si on l'emmène dans un contexte où elle émet moins de carbone, c'est plus désirable. Et en fait, toute notre approche, c'est d'entretenir de la désirabilité, from scratch, sur le projet. Donc, nos 2 grosses réalisations, c'est on fait une art car, une voiture œuvre d'art. On va faire aussi des legends, des voitures iconiques, mais très peu de modèles, très peu d'exemplaires, mais des voitures quasiment refaites à neuf. Bonjour Aymeric. Oui, bonjour. Je suis ravie de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. En préparant cette interview, j'ai eu la chance déjà d'avoir un petit échange avec toi et moi j'ai retenu 3 mots qu'on va pouvoir dérouler pendant toute cette interview. 1, c'est le collectif qui t'anime. 2, la scalabilité. Et ça, c'est un mot qu'on va, à mon avis, pas mal dérouler pendant l'épisode. Et 3, c'est que tu es un vrai entrepreneur. Eh ben, on va voir ça. On va voir ça. Mais est-ce que pour démarrer juste, tu peux nous faire un petit résumé de qui tu es et où t'en es aujourd'hui ? Il y a quelques années, j'ai 56 ans, donc il y a un petit parcours à raconter. Donc 56 ans, marié, 2 garçons, 2 grands maintenant. J'ai une carrière dans la tech. Ouais. Une formation autour de l'électronique, dans l'ordinateur, l'informatique industrielle, Ok. travailler sur l'ordinateur, et les réseaux locaux, les ordinateurs ensemble. Ça, c'est le parcours, c'est la réflexion. Ouais. Ensuite, j'ai fait un long stage à EDF, en centrale nucléaire, où j'ai développé une solution de calibrage de cœur. Super expérience de qualité logicielle. C'est une solution qui a été déployée sur toutes les centrales. Maintenant, ça a certainement changé. C'est quoi ça veut dire quoi, calibrage de cœur ? Il y a un cœur nucléaire. Ok. Et pour le piloter, il faut savoir où est le 100%. Ok, très bien. Avec un grand calcul. Voilà. Et donc, voilà. Après, service militaire. Ouais. Pendant mon service militaire, je vais faire une opération extérieure. J'ai été casque bleu en ex-Yougoslavie. D'accord. On en apprend beaucoup sur soi-même, sur la condition Je viens humaine. le croire. Je souhaite à personne, mais c'était une superbe expérience. En sortant, on se rencontre, on est 5, et on décide de créer une SS2I, comme on les appelait à l'école, une société informatique, qui s'appelle Pentalog, Penta, log comme logiciel. Donc, on est 5. On revend cette boîte en 2023. C'est 1800 personnes dans le monde. Wow. Avec, parce que l'entreprise était spécialisée en nearshore, offshore, les prestations informatiques à distance. Les développeurs étaient en Roumanie, en Moldavie, au Vietnam, au Mexique, avec des clients pratiquement partout. Donc, encore une superbe expérience je vais bien humaine, le croire, ouais. multiculturelle. Ça, c'est vraiment très important. Et voilà. Et le 6 juillet 2017, vers 15h, c'est précis parce que tu sais, dans l'histoire, il y a toujours un moment où il y a une cellule qui se divise en 2. Et ça, c'est le début de quelque chose. Là, c'était le 6 juillet 2017, vers 15h, Nicolas Hulot annonce son plan climat et la fin à la vente des véhicules thermiques neufs pour 2040. Donc moi, et là, il se passe quoi pour toi ? En fait, une pensée mais pourquoi interdire avec Pentalog, c'était un monde de start-up. On était un levier d'accélération pour les start-up. Et là, on dit 2040. Moi, j'aurai 70 ans en 2040. J'y pense jamais. Bien sûr. Et là, une interdiction loin, ça sert à rien. Oui, ça va faire flipper les industriels. On va encore entendre du message, non, vous allez tuer les emplois, etc. Et le grand public, bof. Pas forcément embarqué, ouais. Alors qu'il y a un petit sujet d'urgence climatique. En 2017, il existe, il est entendu. Bien sûr. Et donc, je me dis, il y a un truc à faire. Et en mode start-up, il y aurait quoi à faire ? Dire, c'est simple. Il y a des voitures qui existent.
On dit on interdit à la vente, ça veut dire qu'il faut changer les voitures qui sont Tout le parc en place. automobile d'un coup. Hein, c'est 40 millions de véhicules en France, 260 millions en Europe. Et tu te dis, il y a une absurdité en fait. Soyons réalistes. Et là, donc en 2017, début 2018, après avoir réfléchi et pas trop, je crée Transition One. Ok. Un pur player de ce que j'ai appelé à l'époque, je ne le dis plus maintenant, mais ce que j'ai appelé le rétrofit, la conversion de véhicules thermiques en électrique. Ça, c'est le premier pas vers cette nouvelle vie, j'ai presque envie de dire, en tout cas, qui s'ouvre à toi, en tout cas. En tout cas, ce nouveau champ de réflexion vers lequel tu vas commencer, en tout cas... Une nouvelle obsession. Ouais. Comment on décarbone. Mais c'est pas simplement... Et vraiment, tu t'étais pas du tout posé la question avant, ou tu avais quand même déjà un premier... Non, mais au milieu des années 2010, on ne peut pas être dans cette société sans se poser quelques questions. Comment je me nourris ? Bien sûr. Non, mais on est d'accord. Comment je me déplace ? Où est-ce que je vais en vacances ? Quand des personnes me disent « Ah non, moi quand je vais en vacances, il faut que je prenne l'avion. Hein. » Il peut se passer des choses à proximité. Hein. J'avais déjà changé la voiture pour avoir une voiture qui est moins émettrice. Oui, donc tu avais quand même déjà mais il y avait un terreau. Il y avait un terreau chez toi quand même. Ouais. Mais après, dans mon état d'esprit, être dans l'innovation, il y a un petit côté anticipation quelque part. Hein. Bien sûr, tu es obligé, bien sûr. Et je ne dis pas que j'ai la chance infuse et que je sais ce qui va se passer demain. De toute façon, demain sera ce qu'on va construire aujourd'hui. Donc, et moi, ça m'intéresse de participer à ce qui va se faire demain. Et donc, je crée Transition One. Ça démarre très fort. Tu vois, on fait un communiqué de presse en 2018. Non, 2019. On fait un communiqué de presse. Non, c'est en 2018, pardon. Ce communiqué de presse, il est envoyé donc, à des médias. Les Échos, super article. Génial. Bloomberg, super article. Et là, ça touche l'international. Et ça appuie la conviction que cette activité-là, elle est internationale. Ouais, bien sûr. Et donc, fin 2023, on passe le Covid. Fin 2023, une levée de fonds ne se fait pas. Okay. Et l'activité s'arrête. Moi, ça ne me gêne pas. Enfin, c'est pas grave. Un échec, c'est pas grave. Parce qu'il s'est passé quoi entre 2019, où tu as ces communiqués de presse, où tu sens qu'il y a une appétence, et comme tu dis, une appétence internationale, et 2023, donc il se passe presque 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? On va changer la réglementation. Ouais. On se regroupe, on est 4 entrepreneurs dans le même domaine. On a identifié qu'il y avait la réglementation qui nous empêchait de faire cette activité. D'accord. En 1 an, on change cette activité. Et en fait, il y a énormément de business qui sont à faire si la réglementation change. Et là, en 1 an, on fait changer cette réglementation. Alors, pourquoi on a mis 1 an ? Pour moi, les raisons, elles sont simples. Il y a une équipe d'entrepreneurs hyper alignée. Il n'y en a pas un qui lève le doigt en disant « je voudrais un truc en plus ». Bien sûr. On est hyper alignés. L'administration voulait ce changement. D'accord. Et donc voilà, on était hyper clair et très réaliste. Et donc on change ça, on fait différents prototypes. On sort la Twingo, on sort la Fiat 500, on travaille sur le Kangoo, la Twingo, la 107, parce que ça doit être massif. C'est ça. Tu peux pas prendre un modèle, il faut... Pour moi, le monomodèle, ça marche pas. Parce que le marché, il est trop court. Bien sûr. Et donc là, c'était pour faire des voitures populaires, s'attacher cibler la deuxième voiture du foyer. Donc les voitures qui sont nombreuses, qu'on utilise au quotidien. Bien sûr. Donc on fait des voitures, alors, moi je roule avec sur celles qu'on a le droit de rouler, avec ce qu'on appelle une plaque W pour les prototypes. Ouais.
Le business était monté à Orléans. Et donc, je fais des Orléans-Paris avec. Je suis tombé 2 fois en panne parce que j'avais mal rechargé. Enfin, pas jusqu'au bout. Et donc, une traction qui est très forte. Sur l'histoire de Transition One, on a eu près de 400 parutions presse. Ouais, c'est énorme. On a eu une vidéo sur une chaîne YouTube anglaise, une vidéo de 20 minutes, sur une chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Fully Charge. On est au-delà du million de vues. Aujourd'hui, ça doit être, elle monte encore, elle doit être 1,2 million de vues. Donc il y a une appétence. Il y a un intérêt. Très forte appétence. Ouais. Donc ça s'arrête fin janvier 2023. Dû à cette levée de fonds qui ne se fait pas. Voilà. Ouais. Le sujet est compliqué pour les investisseurs. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi le retour que tu as de cette levée de fonds qui ne se fait pas? Le sujet est difficile, on n'a pas de projection, on n'a pas de... Là, avec qui il y avait des discussions pour transformer, ils m'ont demandé un délai supplémentaire. D'accord. Je ne l'avais plus. D'accord. J'ai bien poussé les curseurs. Ouais. Non, mais j'imagine. La prise de risque, all-in. Et en fait, ça s'arrête. En sortant du tribunal de commerce, je savais que j'allais redémarrer. Ouais. Donc ça, tu voulais pas t'arrêter là? Non, le lendemain, avec mes 2 super designers, je les adore, on réfléchit à c'est quoi la V2 ? Mais si on fait une V2, il faut que ce soit plus fort, plus grand, plus intense. Et en fait, on arrive à nitide. Ouais. Nitide, qui est un mot français, qui est quand même peu utilisé, qui veut dire clair, net, précis. Donc ceux qui disent je veux des choses qui soient claires, nettes, précis, on peut dire nitide. On veut que ce soit nitide. Donc dans les rédactions, c'est N-I-T-I-D, E pour le mot français. Et donc, et puis il y a une symétrie dans le mot, on est quand même assez graphique. En gros, nitide, c'est justement l'étape mature de Transition One, avec ce côté justement plus clair et plus précis, tu sais encore plus où tu veux aller, c'est ça? Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, je n'utilise plus le mot rétrofit. On réfléchit à un mot, une expression qui est e-adaptation. Pourquoi? Parce qu'avec Nitide, on va plus loin que le changement de motorisation. Oui. Et donc, avec l'e-adaptation, en plus, le terme, on peut l'adapter à d'autres activités. Comment on va électrifier nos vies? Il faut sortir des hydrocarbures. C'est pas souverain, les hydrocarbures. L'électricité, c'est un peu plus quand il est solaire. L'énergie nucléaire, par le nucléaire, elle n'est pas totalement souveraine parce qu'on n'a pas de mine d'uranium. Bien sûr. Mais c'est quand même produit dans notre pays. On a pour ça le bénéfice de ce qui a été du risque qui a été pris dans les années 60. Bien sûr. De construire ce parc de 58 cœurs. Et donc, le sujet là-dessus, c'est, comme je disais, c'est de voir plus grand. Et en fait, on pose une mission qui est de dire, la mission, c'est d'épargner 1 milliard de tonnes de carbone en 20 ans. Ouais. Oh! Alors, il y a un chiffre, 1 milliard. C'est un peu la dimension qu'on entend parler tous les jours. Il y en a qui mettent des dollars ou des euros derrière. Bien sûr. Non, mais il y a 1 milliard. Je relativise quand même l'information. De 1 milliard. Chaque année dans le monde, c'est 51 milliards de tonnes qui sont émis. Là, je dis 1 sur 20 ans. Ouais. Je ne suis pas le sauveur du monde, mais voilà, il y a... Tu contribues en tout cas d'une certaine manière avec Nitide. C'est ça qui est important. Exactement. C'est d'arriver à contribuer. Ouais. Et il faut qu'on soit beaucoup. C'est pour ça que je parlais de collectif. Et c'est essentiel. Tu vois, là, je te parle très vite de mes designers. On a ce collectif, on y met une énergie de dingue. Avec David, avec Christophe. Parce qu'on croit au sujet. Donc, on fait
on est sur un trend de 1 milliard de tonnes de carbone en 20 ans. Comment on va le faire? En inventant la voiture éternelle. Arrêtons de penser qu'une voiture, elle doit finir à la casse au bout de 9 ans, 10 ans. Alors, il y en a qui ont compris qu'ils emmènent beaucoup plus loin. Oui. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas nombreux, il y a des contraintes aujourd'hui. 4 tonnes de carbone pour recycler une voiture. Bon, au lieu que ce soit au bout de 10 ans, faisons que ce soit au bout de 40 ans. Alors, il y a évidemment une appétence, changer de voiture, il y a une excitation, etc. Bon, au lieu d'avoir l'excitation sur le changement de toute la voiture, prenons l'excitation sur le changement de la motorisation. De la On va motorisation. changer la motorisation. On a une petite liste de ce qu'on va améliorer pour une chose qui est fondamentale dans Nitide et qu'on a définie au début de l'histoire Nitide, c'est de travailler la désirabilité. Parce que la transition écologique, elle est souvent vue comme étant punitive. Punitive, exactement. Ça donne pas envie. Hein. Et donc, quand on est dans un contexte de conflit, faire passer des changements profonds, ça passe parce que y a le conflit. En regardant l'Ukraine, les enfants vont au combat. Les mères ne disent pas je veux que tu reviennes le dimanche midi manger à la maison. Évidemment. Donc il y a des choses qui passent. Là, quand on voit dans notre société, quand on commence à dire préparez-vous à ce que nos enfants aillent au combat, on n'a pas réfléchi, déjà c'est le tollé. En fait, ces militaires professionnels qui vont au combat, ce sont des enfants aussi. Hein. Donc, mais il faut arriver à avoir de l'adhésion. Donc il faut de la désirabilité. Et donc la voiture qui émet du carbone, si on l'emmène dans un contexte où elle émet moins de carbone, c'est plus désirable. Et en fait, toute notre approche, c'est d'entretenir de la désirabilité from scratch sur le projet. From scratch, c'est-à-dire que le début de Nitide, c'est pas de faire de la Clio. J'imagine, Le début de Nitide, c'est qu'est-ce qu'on pose, on travaille la marque. C'est pas qu'on a le temps, parce qu'il y a une urgence climatique. Par contre, c'est le point de départ. Ouais. Donc, Nitide aujourd'hui, nos 2 grosses réalisations, c'est on fait une art car. Une voiture œuvre d'art. On l'a appelée Trinity, parce que cette voiture est une vraie bombe nucléaire. Trinity étant le nom du premier test américain de bombe nucléaire. Avant que ça aille sur Hiroshima. Donc on l'a appelée Trinity. C'est une voiture qui n'est pas faite pour faire des records. C'est une voiture électrique. On a pris un châssis de Porsche. On a travaillé avec un carmaker, quelqu'un qui a l'esprit vrillé, mais quand je dis vrillé, c'est dans le bon sens. Hein. Et bien, on a vrillé une Porsche 911. Il y a un gros aileron. Et moi, je ne suis pas un passionné d'automobile. C'est marrant, j'allais te poser la question d'ailleurs. Je ne suis pas un passionné d'automobile. Ok, j'ai eu des belles voitures de fonction. Aujourd'hui, j'ai une voiture américaine électrique. Ok, mais j'ai pas de passion. Si on me dit combien de cylindres c'est là, moi, c'est pas... Ouais, tu t'en fiches. C'est pas ça, en tout cas, qui a été déterminant. C'est le challenge. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as posé la question du déclic après Nicolas Hulot. C'est waouh, mais il y a un super challenge là. Ouais. Il y a moyen d'y participer et d'emmener une équipe à travailler sur le sujet. Et donc, on a fait une art car qu'on a emmenée, elle a passé l'été dernier à Monaco. D'ailleurs, si on va sur le site internet, on voit l'image il y a la photo de cette voiture. Et donc, on va la vendre. Parce que c'est un de nos produits. Et puis, on a une petite liste, déjà un peu réfléchie, de ce que seront les modèles suivants. Ouais. Toujours avec une thématique. Il faut générer de l'émotion. L'idée, c'est aussi de dire que finalement, derrière cette voiture éternelle, ça marche, quelle que soit la voiture finalement, et tu peux aussi aller chercher des voitures auxquelles on n'avait pas forcément imaginé au départ. Et puis, quand un objet devient une œuvre d'art, bien sûr,
ça devient éternel. Hein. Bah, bien sûr, et puis ça crée effectivement une Cette voiture-là, comme je disais, la rareté. C'est ça, hein, parce qu'elle n'existera qu'un seul exemplaire. Cette voiture, elle n'est pas faite pour faire du circuit. Elle sera à côté d'une autre voiture, bien sûr, rangée, on pourra faire un petit tour avec, mais c'est pas pour faire de... C'est une œuvre d'art. Quand tu as un tableau, tu as une Mona Lisa à la maison, non, mais on est d'accord. Tu vas pas faire tes courses avec. Hein. On va faire aussi des Legends, des voitures iconiques. Ouais. Donc autant Trinity, elle ne sera pas immatriculée, elle ne sera pas homologuée. Ouais. Là, on va faire des voitures iconiques, mais très peu de modèles. Toujours sur cette rareté. Très peu d'exemplaires, mais des voitures quasiment refaites à neuf. L'idée, c'est quoi? C'est justement cette désirabilité, de montrer justement que on est sur des œuvres d'art, et c'est de générer aussi, au-delà de la désirabilité, du cash pour la suite de l'aventure. C'est sûr que les marges sur la hard car et sur les Legends sont pas les mêmes que sur l'impact. Bien sûr. Qui est la bien partie sûr. On est d'accord. Standard. Mais c'est ce qu'on a au viseur. Et les Legends, tu l'as compris, c'est pas là pour générer de l'émotion. Non. Pour que ça intéresse exactement. Les autres. Mais c'est une recette traditionnelle dans le marketing. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce que font les constructeurs quand ils vont en F1 ? C'est exactement la même chose. Mais bien sûr. Qui achète une F1 pour vivre au quotidien Personne, parce que ça ne doit pas être très pratique. Hein. Ça ne doit pas bien braquer. Donc, tu vois, dès le début du projet, on pose des éléments pour que ce soit vraiment très fort. Et on sait qu'on a... Et asseoir la marque, finalement. Évidemment. On est là vraiment pour vraiment... Oui, c'est ça. Hein, c'est ce que je te dis, ouais. Et une marque forte, une marque engagée. Et tout à l'heure, je parlais de 2 réalisations. La deuxième, c'est Supercritique. Donc là, il y a les 2 premiers exemplaires, un exemplaire des 2 premiers numéros. Le but, c'est on sait qu'on doit faire passer du message. Tu vois, quand on parle d'e-adaptation, on se dit que ce terme-là peut prendre un peu de hauteur. Hein. Et il n'y a pas besoin d'expliquer e-adaptation. Ça passe... le terme précédent, il fallait un peu l'expliquer. Oui, je veux bien le croire. Et donc là, on doit expliquer l'ampleur du changement. Donc on thématise les numéros. Le numéro 1, c'était bouger. Ouais. Donc il faut entendre bouger bas carbone. Bien sûr. Le numéro 2... Immobilité, tout ce que tu veux. Voilà. Le numéro 2, manger. Bas carbone. Qui est un vrai sujet. Voilà. Et on travaille déjà au numéro 3. Pour l'instant, je garde le thème discret. Mais, et donc, c'est un... donc, on peut le trouver en kiosque. Il est dans un grand nombre en France, dans un grand nombre de kiosques, chez les relais et autres. Et le but, c'est de donner la parole à ceux qui ont un message alternatif pour demain. Là, si sur le numéro 2, il y a Christophe Hay, qui est un grand chef. Il a un navire amiral qui est à Blois. Et c'est vraiment génial. Mais il a une approche qui est extraordinaire. Qu'un chef dise « je me source localement ». C'est évident. Ouais, mais il a un potager. Oui. Le wagyu qu'on mange à sa table, il a son élevage. Il a un champ truffier, avec le chien qui va avec. Et donc, il avait à sa carte de l'anguille, c'est enraciné au fond de lui, il est pêcheur, il est agriculteur, sa famille était dans l'agriculture. Mais quand il y a une interdiction de pêcher l'anguille en Loire, il arrête. Il ne va pas s'approvisionner ailleurs. Bien sûr. Et donc, ça, c'est fondamental. C'est une vraie conscience globale, j'ai envie de dire. Voilà. Et il a une super serre d'agrumes qu'il a ramené de ses voyages dans le monde. Donc voilà, il y a aussi, bon, je ne vais pas faire le tour de tous les articles, mais il y a aussi un article de Yves-Marie Le Bourdonnec,
qui est un boucher, Mhm. qui dit arrêtez de manger de la viande, mangez-en moins, mais de la bonne. De la bonne, de qualité. Voilà. Et donc, c'est à ceux-là Mhm. que l'on veut donner la parole, parce que on entend le message, le monde change. Ouais, mais vers quoi? C'est ça qu'en fait qu'on veut donner. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, C'est le vraiment monde des sera exemples de modèles qui participent. Donc, encore une fois, on revient sur la partie collective, qui participent à ce changement, effectivement à ce monde qui bouge, mais en présentant des modèles qui fonctionnent aussi. Alors, qui fonctionne, on ne sait pas encore. Quand je dis qui fonctionnent, en tout cas, c'est au-delà de manger local, ça fonctionne parce qu'ils le font vraiment. C'est dans ce sens-là. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis. Parce que le changement, il est immense. Mm. Et il faut penser, c'est un des mots que tu as cité tout à l'heure, il faut penser scalabilité. J'allais y venir justement à cette scalabilité. Parce qu'en fait, s'il y a une solution qui est superbe à un endroit et qu'on ne peut pas faire à d'autres, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut être sûr que les émissions de carbone de cette activité-là soient bien compensées. Mm-mm. Parce que quand on parle de moi c'est un sujet qui m'anime, mais la voiture électrique. Il faut passer à la voiture électrique. Bon, quelle voiture électrique j'ai à disposition aujourd'hui? Bon, il y a une Renault 5 qui marche super bien, c'est bien. Mais le mieux, c'est qu'elle soit fabriquée en France. Bien sûr. Parce que si elle est fabriquée loin, dans un territoire chinois par exemple, et qu'il faut 2 tonnes de carbone pour la ramener, bien sûr. Par voiture, ça commence à faire beaucoup, quoi. Oui, puis j'ai même envie de dire ce que tu disais un peu plus tôt. Changer le parc automobile, ça nécessite de ce fait-là de casser, détruire le parc existant, mais qui consomme aussi. Oui. Donc pour le coup, il faut pouvoir aller vite. Et donc on va plus générer en tout cas d'émissions l'année où tu détruis tout que le passage en tant que tel sur la première année en tout cas de l'électrique, tu vois. Ouais, alors tu vois, tu as pris des temps très courts. Oui. Là, je te parle, on est d'accord. Il y a 40 millions de véhicules. Ah, on est d'accord. Ils en produisent les bonnes années 1 million. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, au niveau mondial, un Renault a eu un record à un moment donné à 10 millions par an. 2 millions sur une année. Ils ne sont pas tous en France. Et donc, en fait, derrière cette activité, il y a une problématique de dénombrement. Bien sûr. Il y a du volume. Et quand on dit la voiture électrique, ça représente 20%, si il y a eu des études qui ont été faites, donc c'était pour il y a quelques années, c'était 2021, si en 2021, 75% des ventes étaient électriques, seuls 30% du parc, 75% des ventes, seuls 30% du parc serait électrique en 2035. C'est pas assez. Et tu vois, c'est là où mon business, en fait, il y en a qui vont dire, ouais, mais ils vont vouloir te tuer, les constructeurs. On va dire que quand ils auront réfléchi, parce qu'évidemment, quand il y a une solution comme ça qui dit, j'ai rencontré un PDG de vente de voitures, enfin, constructeur de voitures français, ouais. La marque n'est pas française, on me le présente, il ne m'a pas dit bonjour, et il dit, ah, c'est vous qui allez me faire vendre moins de voitures. Alors là, dans la tête, ça fait, mais tu sais qu'il y a une urgence climatique et que les problèmes respiratoires, c'est 40 000 morts prématurés par an? Bon, je ne le dis pas. Mais lui, il pense business. Évidemment. Et moi, je dis, mais il faut prendre conscience de tout ça. Et moi, c'est ce qui m'anime. Et justement, est-ce que tu as rencontré jusqu'à maintenant, que ça soit dans Transition One et aujourd'hui avec Nitide, des vrais blocages du lobby anti, j'ai presque envie de dire, Transition One et Nitide? Est-ce que tu es confronté? Non. Après, c'est une question de sensibilité. Il y a des messages qui arrivent. Est-ce que ça me bloque en disant ils veulent me tuer ou quoi? Ça, j'ai jamais senti. Non. Je sens bien que ta conviction est largement au-delà de ça. Pour autant,
Est-ce que ça... Après, il y a toujours un peu de lobbying. Est-ce que ça a bloqué une partie justement de l'avancée de tes projets aujourd'hui? Au niveau des investisseurs, je pense que certains ont pu se dire, on va pas y aller parce que c'est une start-up. Ouais. Bon, Face aux géants. Il a une bonne idée, il est impliqué, on sent que ça va envoyer du bois. Mais les constructeurs, quand ils vont arriver, ouais. Après, est-ce que c'est les bons investisseurs qui sont dit ça? Je ne sais pas. Oui, non, mais c'est juste... Est-ce que demain, ça va se passer? Moi, je suis convaincu que cette activité est incontournable. Si on regarde les chiffres, c'est incontournable. Et même si on dit le pétrole est infini, ouais, mais ou si on dit il n'y aura plus de pétrole, ah là peut-être. Ouais. Et il ne faudra pas attendre ce moment-là. Hein. Non, mais il y a une notion de souveraineté. Et moi, c'est quelque chose, c'est pas profondément en moi, parce que sinon, le nearshore au Vietnam, on aurait pu dire c'est pas très souverain, etc. Mais l'évolution du monde, on voit bien comment c'est en train de se réorganiser. On est certainement au début de quelque chose. J'espère qu'on va être capable de réagir. On voit que quand on réagit, il se passe des choses plutôt bonnes. Ouais. Et donc, mais sur la souveraineté par rapport à l'énergie, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre société, tout est énergie. Bien sûr. On est là aujourd'hui parce qu'il y avait de l'énergie. Et donc je connais bien, comme je disais tout à l'heure, je connais bien le nucléaire. J'ai passé du temps. Il y a des gens sérieux qui y sont. Ils font pas n'importe quoi avec les centrales. Mais il faut penser à l'avenir. Là, aujourd'hui, les centrales s'approchent des 50 ans. Ils vont les emmener à 60, puis certainement à 70. Mais il y aura une limite. Il faut faire attention à la consommation que l'on a. Ouais. Si on veut ajouter de nouveaux usages électriques. Tout à fait. On se souvient quand l'électricité a monté, le message « mettez un col roulé ». Voilà, bon, maintenant on ne parle plus du col roulé, mais il faut le garder pas loin, le col roulé. Non, mais il faut faire attention à la consommation d'énergie. Mais évidemment. Et c'est à chaque fois des gestes simples, mais il faut les enchaîner, quoi. Il faut les multiplier. Et il faut convaincre toujours dans la désirabilité. Si tu fais pas ça, il va y avoir des morts. Donc, ça peut pas marcher, bien sûr. Et pour revenir à ce terme qui t'anime et que je trouve intéressant de dérouler, c'est la notion de scalabilité, puisque ton modèle doit être, j'ai même pas dire peut-être, c'est doit être scalable. Comment tu le définis parce que tu m'avais un peu initié, en tout cas, tout le modèle que tu avais imaginé derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je trouve que c'est intéressant. Ouais, alors, derrière le terme scalabilité, il y a l'industrie. Oui. Derrière le terme scalabilité, il y a de l'impact. Parce que si on monte en puissance... Bien sûr. Il y a une urgence climatique, il faut réduire les émissions de carbone. Donc, ça ne peut pas être une par une. Il faut que ça soit... alors, moi, je ne suis pas... il faut de tout. Oui. Là, maintenant, je n'ai pas un esprit artisanal. Exactement. C'est dans ce sens-là que je disais ça. En passant par la technologie, on pense N, on ne pense pas 1. Exactement. Ce qu'on fait avec Nitide, c'est le beau, c'est plutôt vers le 1 qu'on emmène vers le N. Exactement. De la désirabilité. Voilà. Et c'est ce chemin-là, moi, en fait, qui est... Exactement. Parce que dans le business, il faut passer de 0 à 1. Hein. Et puis après, il faut passer surtout de 1 à N. et en fait, en pensant industrie, il faut penser industrie bas carbone. Exactement. J'ajoute à ça le fait d'intégrer une part sociale. Et donc, si je veux faire bas carbone, il faut que je fasse en local. Si je veux avoir une démarche un peu plus sociale, il faut que je fasse de la proximité,
avec des gens qui sont en activité. Et donc, comment ça va se passer pour que la Clio, la 207, 208 et les autres, on prévoit de faire 130 modèles, de supporter 130 modèles pour 2035. On va faire ces interventions sur les voitures par des mécanos qui sont dans des garages à proximité des clients. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Donc on va augmenter l'employabilité de ceux qui ont été formés à faire du cambouis, on va dire, pour faire simple, à maintenant passer à l'électrique et à comprendre. Donc on ne va pas juste leur dire faut enlever ça, non, on va ça passe par de la formation. Formation scalable. Bien sûr. Donc on va faire de la formation virtuelle, en réalité virtuelle, à distance, au rythme auquel chacun va pouvoir aller, plutôt que d'envoyer quelqu'un 3 semaines en formation. Donc formation théorique en réalité virtuelle, formation physique dans notre centre de formation, donc un par pays. On réfléchit à la scalabilité, Enfin, on fait ça dans la langue. Évidemment, en réalité virtuelle, c'est dans la langue natale. Et puis après, formation continue, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Moi, ma devise, c'est Never Stop Learning, où il faut lire entre les lignes, Never Stop Teaching. J'interviens dans les universités pour expliquer différentes choses. Et donc, la formation. On travaille l'employabilité. Parce que si demain, il y a des voitures électriques, il y a moins d'activités d'entretien sur une voiture électrique. Donc, maintenant, ce qu'on va mettre dans les voitures, l'unité, qu'on appelle, ça va être quelque chose de très générique. Parce que si on change trop de choses d'une voiture à l'autre... Si tu dois reproduire 130 fois... C'est un frein industriel énorme, donc ça va être générique. Et ce qu'on va mettre dedans va être assemblé dans des micro-factories régionales. Régionales, ok. Donc, à la maille de la région. 4-5 pour la France. Comme ça, à la rigueur, je peux livrer de ces micro-usines vers le garage par un camion électrique. Bien sûr. Parce que le oui, non mais tout à fait. Donc, être capable de travailler en mode distribué. Donc, c'est éviter d'avoir une grosse usine, un Flins, un Sochaux, qui va alimenter toute l'Europe. Non, on fait là en local. Et effectivement, tu viens de le dire, territoire pour démarrer, l'Europe. Pas la France, l'Europe. L'Europe. Toi, Transition One, j'habitais à Orléans, Pentalogue était à Orléans, c'est créé à Orléans, même si on faisait le monde entier. Et j'ai toujours dit, Orléans, le centre de l'Europe. Le problème, quand tu es au centre, tu es à côté de rien. Ouais, c'est toujours pareil. C'est une région très sympa, le château de la Loire, très sympa. Mais en termes d'activité, c'est pas trop. Ouais, on est d'accord. Et donc, j'ai choisi Lille. Lille pour créer Nitide. Pourquoi Lille ? Donc, il y a un argument à la fin qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais pourquoi Lille ? À côté des frontières. Bien sûr. À côté de Bruxelles, parce que j'ai un lobby européen. Une heure de Bruxelles, 1 heure de l'Angleterre. C'est Battery Valley. Tout à fait. Un des sujets Tout essentiels, Tout à fait. L'énergie. Exactement. Et donc la batterie. Tout à fait. Et puis un argument, c'est que je suis né dans le Nord, je suis né à Cambrai, et j'adore Lille. J'aurais pu faire Strasbourg, j'aurais pu faire un peu plus dans le Sud. Oui. Mais non, mais les critères importants, c'est ce carrefour européen. Et là, il y a un nouveau dispositif qui arrive au niveau européen. J'espère qu'il va se mettre en place rapidement. Ils appellent ça le EU Inc. Incorporation. Ouais. C'est de pouvoir créer des sociétés européennes. Ah, ben c'est ça que j'allais te demander justement, si tu pouvais reproduire ce modèle européen de la même manière, justement de manière scalable, ou si tu allais devoir donc, t'adapter. Dans la scalabilité, il y a des freins qu'il faut lever. Exactement. Est-ce qu'il faut créer une unité juridique c'est pour ça. Par pays ? Exactement. Faisable. Mais chaque pays a ses freins. Mais galère. Voilà. Là,
il y a des contraintes. Les salariés sont liés de cette entreprise qui serait EU Inc. Sont attachés aux droits du pays. La fiscalité, c'est pareil. Okay. Donc, il faut bien splitter les différentes informations. Mais ça, c'est le moyen de lever un frein à une dimension européenne. Bien sûr. Ce qu'on va faire également, parce qu'on le sait qu'un marketing est quand même propre à un pays, le même message pour tout un continent, c'est compliqué. Donc, par pays ou groupe de pays, on va faire des master franchises. Donc, cette master franchise, donc on fait celle pour la France, mais cette master franchise va gérer la mise en place du réseau de partenaires. Avec Transition One, on avait 1200 candidatures pour devenir installateur. Ah ouais. 500 étaient en France. Pour donner un autre KPI, on avait 13 000 demandes. 5 000 étaient en France. Ça force à continuer, ça force à... Bien sûr, c'est pour ça qu'en 2023, quand tu es sorti du tribunal, tu t'es dit, c'est pas possible, on peut pas s'arrêter là. Je ne peux pas laisser ces chiffres-là comme ça. Bien sûr. Mais par contre, il faut bien préparer. Et depuis ce temps-là, parce qu'on peut dire 3 ans quand même, ouais, mais il faut de la préparation. Et moi, j'ai autofinancé ce démarrage, cette préparation, mais je ne recruterai que lorsqu'il y a une levée de fonds. Ouais. Par contre, il va y avoir du sens, mais il va falloir envoyer du bois. Non, mais on sait pourquoi on le fait. Justement, tu la prévois quand, cette levée de fonds? Tu penses... cours, là. Là, tu es en plein dedans. Je suis en plein dedans, là. Je suis en plein dedans. Et ton premier tour, il se lève à combien, idéalement? Tu as besoin de... Le tour global de levée de fonds bancaire, dilutif, non dilutif, c'est 7 millions. OK. Mais sur 3-4 ans, c'est 50 millions. Et je suis raisonnable. C'est un projet industriel. Il y a encore pas mal d'inconnus. Donc c'est pour ça que c'est splitté. Oui, bien sûr. Plutôt que de dire je veux 50 et puis on fait la promesse. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y en a qui ont des difficultés parce qu'ils ont fait une grande promesse sans avoir ces étapes un peu intermédiaires, mais pas trop. Et ça me fait penser, et je pense que tu vas me répondre non, mais... Non. Vu que toi, cette réflexion, tu l'as déjà depuis 2017. Ouais. On est en 2025. 26. 26, merci. J'ai pas encore switché. En 2026, excuse-moi. Est-ce que tu es un peu quand même en colère sur le temps nécessaire pour que les choses bougent? Parce que mine de rien, c'est du temps, entre guillemets, qu'on a un peu perdu collectivement pour faire bouger les choses. Ou au contraire, tu te dis de toute façon, ce temps, il était nécessaire parce qu'aujourd'hui, mon projet, il est mature et c'est le bon. Et celui que j'avais imaginé à l'époque de Transition One, il était pas assez mature. Je sais pas si ma question est la bonne, mais en tout cas... t'as dit qu'il fallait dire non, je dis non. Non, mais non, je rigole. J'imagine que politiquement, tu vas me dire non parce que voilà, non, mais j'imagine qu'il y a des matins où tu dois te dire merde, quoi, on a perdu un peu de temps. Ouais, et plus que les matins. Mais après, je prends aussi une part de responsabilité. J'ai pas réussi à convaincre plus que ça. Là, oui, je suis convaincu que le projet c'est le bon. On a un niveau d'avancement là, de préparation qui est largement suffisant pour démarrer. Et moi, je ne sais pas si tu as lu ce livre Tipping Point de Gladwell. Non. Ça a été écrit avant les réseaux sociaux. Ouais. Comment on organise de l'influence? 3 axes. Et en fait, moi, je suis en plein dedans. C'est le contexte. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le contexte plus qu'en 2017? Oui. Oui. 9 ans de plus perdu, oui. Là, il y a quelque chose qui est totalement de mon côté. C'est le message d'adhérence. Oui. Est-ce qu'on va être capable de sortir les messages? Oui, je suis convaincu. Oui, alors il est de ton côté, mais il devrait être aussi collectif pour le coup, ce message.
Oui. Et le troisième, ce sont les oiseaux rares. Ces ambassadeurs, ces influenceurs, tout à fait. etc. Sur ces 3 choses-là, on organise une influence. Bon, lisez le livre Tipping Point. C'est un petit livre, en français, en anglais. Enfin, Point de bascule en français. Excellent. Et surtout, sans le bruit des réseaux sociaux. Des réseaux qui apportent rien à l'influence, on est d'accord. Et donc, à ta question, est-ce que je suis en colère ? Moi, je ne suis pas en colère. Moi, je considère que la colère fait perdre des moyens. Non, mais tout à fait. Et donc, ceux qui me connaissent savent que je ne suis jamais en colère. J'ai 2-3 trucs en tête où je me suis fâché, etc. C'est pas que je m'en veux aujourd'hui, mais c'était un peu inutile. Puis la colère emmène le conflit. Donc, c'est pas la peine de rajouter. Et donc, le but, c'est la solution. Il y a un problème, il faut trouver une solution. Elle n'est pas automatiquement technologique, mais il y a une solution. Tu sais, derrière la notion de colère, souvent on peut associer une autre émotion qui est la tristesse. Alors, j'imagine que tu n'es pas quelqu'un de triste, bien au contraire, et très ambitieux et enthousiaste. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière Nitid, il y a un vrai projet pour ce monde, malgré tout. Oui. Sans partir dans une révolution ou tout ce que tu veux, mais il y a quand même une solution à apporter à un problème clairement identifié depuis à minima 2017 quand tu disais le discours, mais c'était pas 2017, c'était même avant qu'on le savait. Donc c'est dans ce sens-là où je dis quand même, perdre 9 ans quand tu sais que tu détiens une part de solution collective pour faire bouger les lignes. Il y a des jours où j'imagine que tu dois te dire je devrais être plus soutenu, plus entendu, plus... c'est dans ce sens-là que je te disais ça. Mais en fait, toi, dire, mais soutenez-moi. J'ai demandé un jour tu parles le côté désirable, t'allais me dire. un politicien, voilà, moi je voudrais une lettre de soutien. Ah, mais soutien à quoi ? J'ai expliqué le projet, etc. Ouais. Mais, et donc, moi, quand j'entends ça, je m'énerve pas en disant « Oh, t'as rien compris ». Non, c'est « Qu'est-ce que j'ai pas bien expliqué ?» Ouais. Faut se remettre en question. Ouais, je comprends tout à fait. Et moi, comme je suis convaincu que ça va bouger, c'est il faut que je bouge. Non, mais par contre, par rapport à mon tempérament, l'objectif, c'est pas réduire. Oui, au contraire. J'ai bien compris. C'est de rendre les choses désirables, compréhensibles, parce que, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais le sujet Nitid est compliqué à comprendre. Il faut du temps. Oui, bien sûr. On dit elevator pitch. Alors, je sais faire un elevator pitch. J'ai eu le 2e rendez-vous plusieurs fois en réussissant l'elevator pitch. Ouais. Mais il faut aller plus loin. C'est un peu réducteur de devoir... Et tu vois, par rapport à une de tes questions tout à l'heure, il y en a qui disent que si le sujet n'est pas compréhensible tout de suite, c'est que ça ne va pas. Dans un monde qui est stable, je le comprends. Mais quand on doit imaginer l'avenir, c'est pas suffisant. Et en fait, mon l'explication de ça, c'est si je simplifie le sujet, donc si je réduis, si on ne fait pas tout, etc., ça va augmenter ma quantité de carbone parce qu'on n'aura pas la même scalabilité. Bien sûr, je comprends. Je comprends tout à fait. Et tu vois, on travaille à ce que l'intervention sur une voiture coûte, le verbe c'est coûter, hein, coûte 2 à 3 tonnes de carbone. Fabriquer une Zoé, c'était 7 tonnes de carbone. Une voiture chinoise, on est au-delà de 15 tonnes. Donc, super, elle est moins chère. Ouais, mais elle coûte en carbone aussi. Et il faut qu'on trouve cet équilibre. Quand on prend nos décisions, bien sûr, c'est pas la moins chère, peu importe le carbone, c'est pas le plus bas carbone, mais elle est plus chère. Il faut travailler cet équilibre-là.
Et ce qui est vrai aussi sur d'autres, d'ailleurs, Mais surtout. segments et d'autres, dans tout finalement. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a du super critique pour expliquer. Et c'est pas un magazine de voitures. Non, tout à fait. Et c'est là pour sensibiliser. De conscience collective. C'est fondamental. Tu vois, moi je suis pas un historien, expert, mais dans ma vision de l'histoire, il y a eu très peu de périodes dans l'histoire où il fallait l'engagement de tous. Dans une guerre, il y a un peu d'implication de tous. Je suis obligé de me priver parce qu'il n'y a plus les mêmes ressources. Et puis il y a des soldats qui sont au combat. Mais ce n'est pas la totalité. Tout à fait. Là, on est face à une situation où il faut que ce soit tout le monde, même ceux qui ne sont pas convaincus. Il y en a qui me disent, bah oui, mais ton business, il va falloir longtemps pour qu'il y ait tout le monde. Bah heureusement. Parce que moi, je veux bien être scalable. Mais si demain, j'ai 1 million de commandes... Ben oui, tu peux pas. Donc le business est mort. Bien sûr. Parce qu'après, il y en a qui auront oublié, il y aura d'autres alternatives. Et donc, c'est comment je peux convaincre longtemps. Et donc, c'est encore de l'adaptation. Mais pour pouvoir avoir de l'échelle, ben voilà, on va être distribué. L'Europe, moi je crois beaucoup sur cette activité-là à l'Afrique, mais c'est une deuxième étape. Là, c'est d'abord l'Europe. Tout à fait. Et il faut voir grand. Et là, autour de toi, avec toi sur ce projet aujourd'hui, tu as parlé des designers. Vous êtes, pour transition de mémoire, tu m'as parlé de 4 personnes. Non, on est monté jusqu'à 8. Ouais. Et là, aujourd'hui, sur Knitted, tu montes ce projet... Si je dis 8, c'est en salarié. Ouais. Aujourd'hui, Knitted, pour l'équivalent, c'est 0. Ouais. Donc, c'est toi, aujourd'hui, principalement, qui porte le projet avec les designers, avec les experts. Énormément de temps. En fait, on fait tout en presta. Avec Christophe sur la partie formation. En fait, on travaille les sujets. Tu vois, je parlais de la VR. On a une maquette. Parce qu'on travaille l'expérience, l'environnement. Et on peut imaginer des choses, mais quand les cerveaux, comme les cerveaux ne sont pas interconnectés, on ne voit pas automatiquement la même chose. Donc là, on a travaillé une maquette. On a un super produit. Ça nous a beaucoup enrichi. Et puis, avec David, on travaille beaucoup autour de la stratégie. La stratégie de la désirabilité aussi. Donc voilà, tu vois, une équipe resserrée. Il y a Olivier aussi, qui est un ancien de Pentalogue, où on fait des choses très sympas ensemble. Donc une équipe resserrée, où l'objectif, c'est de préparer. Et cette préparation aujourd'hui, dans ton quotidien, c'est effectivement de préparer ce projet, c'est de rencontrer ces tours de table, c'est... Voilà. En fait, tout l'écosystème, tu vois, les pôles de compétitivité... c'est ce que j'allais te demander, voilà. Certains politiques, certains potentiels fournisseurs, où je leur fais aucune promesse. C'est la start-up qui va, on va vous commander ça. Et t'as levé combien ? Bah, rien. Bon, on se revoit. Et donc, parce que... Bien sûr. Moi, je veux entretenir des bonnes relations, parce que ça emmène la marque. Et la marque, moi, je la veux très solide. Non, parce qu'une marque pas solide, mais avec des ambitions comme ça... Tu as parfaitement raison, bien sûr. Les ambitions doivent être à la hauteur, et le projet doit être à la hauteur des... Encore une start-up. Donc... tu vois, quand je contacte Vercors, c'est comment vous travaillez, etc. Nous, on a cette ambition-là, mais je leur demande pas un devis. Bien sûr. Ça sert à rien. Mais tu sèmes voilà. Des graines un peu sur tous les territoires, sur tous les éléments, que ce soit les constructeurs, les politiques, les terrains, les territoires. Construire la marque, c'est ça aussi. Mais bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que je me permettais de te poser la question, parce que c'est ça, c'est que il faut que ça passe par là, ça prend beaucoup de temps, entre guillemets, ça rapporte pas aujourd'hui, mais c'est nécessaire pour la suite. Et je fais attention à ce que ça leur coûte pas trop. Oui. Mais comme tu dis, voilà, je sème à différents endroits. Pourquoi je fais beaucoup d'universités en ce moment, de laboratoires ? Parce que une des convictions, et ça rentre dans la scalabilité,
une de mes convictions qui est très forte, mais très très forte, c'est qu'on ne réussira pas la transition écologique sans technologie. Ouais, on est d'accord. Et donc, que ce soit sur la phase de conception, que ce soit sur la phase de formation, sur la phase de production et sur la phase d'assemblage, chacune a sa brique d'IA. Bien sûr. Alors tout ça, ça forme une plateforme qu'on appelle Odyssée. On a choisi volontairement un vocabulaire qui rappelle la conquête spatiale américaine. Sur la supervision de la production, ça s'appelle Guidance. C'était le nom de l'ordinateur dans les capsules. Johnson, pour la formation, c'est le nom du centre de formation de la NASA. Mission Control, c'était toute la partie conception des navettes, des fusées. Et puis Cap-Cav, pour les usines, c'est Cap Canaveral. Et donc, toi, avoir une marque forte, c'est aussi en interne. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, je reviens sur l'IA. Donc, sur la plateforme Odyssée, le but, c'est que ça nous permette de scaler plus fort. Quand je disais 180 modèles pour 2035, soit je mets une armée d'ingénieurs pour faire les intégrations, soit j'ai une IA qui fait tout. Alors, les intégrations, elles peuvent paraître faciles. Passer d'un modèle à un autre, ouais, mais 180. Ouais. Et on doit atteindre un niveau d'excellence poussé. Bien sûr. Et donc, évidemment, on peut mettre quelques outils, etc. Mais toujours l'ingénieur, là, c'est des ingénieurs plutôt haut niveau. Il va y avoir un niveau d'exigence. De toute façon, c'est un niveau d'exigence, c'est sur tout le monde. Mais moins, mais très bon. Rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le beefsteak. Faut manger moins. Mais, tout à fait, de meilleure qualité. Mais en fait, l'excellence, moi, je souhaite que l'excellence transpire de la marque Nitide. Parce que ça renforce la mission que l'on a. Donc, voilà, l'IA, c'est pas pour faire des images, c'est pas... Oui, ça va écrire du texte. Par exemple, le dossier d'homologation, on va collecter plein de données. Bien sûr. Et c'est l'IA qui va nous faire le dossier d'homologation. Bien sûr. Et au lieu de passer, dans l'estimation, c'est entre 4 et 6 mois par modèle, l'enjeu, le jalon que j'ai posé, c'est 3 semaines. Et moi, je rêve de faire un e-adaptation ton, où le vendredi soir, on choisit un modèle, et le dimanche soir, la voiture, elle roule. Et bon, ça, c'est le mode urgence, donc ça ne peut pas être tout le temps. Mais on s'amuse après de choisir des modèles sympas, des voitures anciennes. Mais tu vois, moi, je rêve de vivre ça. C'est-à-dire que le collectif, l'équipe, on se met un enjeu et on est là pour s'amuser. Et on a les outils qui sont là pour nous aider. Et en plus, on montre que... Et de faire bien. Ça se montre, ça se raconte. Donc ça, c'est un rêve qui va se réaliser. Sinon, ça s'appelle un fantasme quand ça se réalise. Et donc moi, j'ai que des rêves. Et tu vois, dans la scalabilité, ça prouve qu'on peut faire des choses en urgence. Bien sûr. Mais quand on fait du mode urgence, c'est pas faire n'importe quoi. C'est comment on reste sous contrôle. Et donc voilà. Et donc la technologie, en fait, elle est là. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, avec ce qu'on entend sur les agents, les IA. Les agents IA, ouais. C'est prendre une part, réaliser des actions qui, au bout d'un certain temps, fatiguent. 180 modèles, au bout d'un moment, on va être fatigué. Bah, évidemment. Donc, pour éviter de les fatiguer par de la répétition, il y aura de la fatigue, mais il y aura des succès qui seront extraordinaires. Oui, bien sûr. Bien, écoute, je vois qu'on est au terme de l'épisode. En tout cas, plein de belles choses. Merci. Je crois beaucoup en Nitide. Merci. Et vraiment, je vais suivre de près toute la suite. Et j'aurais eu la chance de t'interviewer avant que tout le monde se saisisse de cette désirabilité et qu'on soit collectivement embarqué dans Nitide. En tout cas, merci pour l'invitation. Super moment. Et
tu as vécu une étape, on en refait une quand tu veux. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à bientôt. À toi.